Serdar Archimag en tant que consultant formateur. Et nous allons voir ensemble, durant une durée de 45 minutes, en fait, cette conférence sur les flux entrants et captures. Donc, plusieurs personnes vont participer. Nous avons tout d'abord Pierre Fuseau, le directeur général de Cerda, expert de la démat, ainsi que Guillaume Vola, qui est un spécialiste qui travaille à la coopérative carbone de La Rochelle. Nous allons aussi avoir la société Lumines, éditrice de logiciels, avec la participation de Judith Mel, directrice de l'engagement de la communication et des affaires publiques, ainsi que Étienne Bazo-Lereto, qui est plateforme stratégie directeur chez Lumines. Nous allons également avoir Caroline Buscal, qui est la directrice du département dédié au conseil de chez Serdar Archimag. Donc, simplement 2 mots sur l'aspect flux entrant et capture. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise 2 termes, les flux entrants et les captures? C'est parce qu'en fait, dans cette conférence-là, on va à la fois traiter plutôt du flux entrant traditionnel qui arrive d'abord sur format papier et qui ensuite est numérisé et donc ensuite partagé à différents services au sein d'une structure. Et on va aussi parler de tous les flux, on va dire, qui sont nativement numériques, qui arrivent sous divers formats. Et à ce moment-là, on parle enfin de capture. Donc, je vais laisser la parole à Pierre Fuseau et à Guillaume Vola. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, étant donné que les autres participants sont en écoute seule. Voilà, merci beaucoup Simon. Bonjour à tous. Alors, je vais montrer mon écran. Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Pierre. Hein, c'est bon, d'accord, ok, très bien. Alors, on va faire une petite introduction en fait un peu générique pour la journée, hein, puisque effectivement, eh bien, nos interventions avec Guillaume, ça va être un peu le fil rouge de la journée. Et juste pour démarrer, eh bien, vous connaissez maintenant tous le chat GPT. J'ai posé la question en fait au chat GPT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que la dématérialisation éco-responsable? Et alors, il m'a répondu, en résumé, la démat éco-responsable est un ensemble d'actions qui permettent de réduire l'utilisation du papier, là c'est bon, de consommer moins d'énergie, donc là il est tout à fait d'accord avec Erwan et Jérôme, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de limiter les déchets, là encore complètement raccord avec la Keynote, et d'optimiser les processus, et ça on va évidemment en discuter. Et il conclut, c'est vraiment tout à fait pertinent, c'est une solution gagnant-gagnant pour les organisations et l'environnement. Et ça, effectivement, je pense qu'on va le voir de manière assez détaillée. Et puis la question suivante, je lui ai posé la question, quel est le poids et l'empreinte carbone d'une requête chez toi, en fait, toi, ChatGPT? Et donc, il n'a pas su me répondre. Il m'a répondu, c'est une question complexe. Et donc, du coup, c'est parti avec oui, ça dépend de plein de choses, etc. En tout cas, il n'a pas donné la réponse, mais on imagine évidemment qu'il y a beaucoup de serveurs et beaucoup de puissance machine pour effectivement activer l'intelligence artificielle. Alors, du coup, juste peut-être une rapide présentation. Côté groupe Cerda, eh bien, groupe Cerda, notre raison d'être qu'on accompagne, c'est accompagner les organisations pour préserver la mémoire et le savoir. Ça, c'est ce qui nous guide et c'est notre raison d'être depuis pas mal de temps. Mais en plus, aujourd'hui, on est dans un monde digital, évidemment, et toujours dans cette démarche de sobriété numérique et centrée sur l'humain. Voilà. Allez donc, pour le coup, eh bien, on a effectivement eu la collaboration de l'ADEME et on a collaboré avec la coopérative carbone que Guillaume va présenter juste après. Et donc, notre première action, ça a été effectivement de calculer l'empreinte carbone du groupe. Et donc, voilà, les calculs, 135 tonnes, avec 2 énormes sujets. Clémence de l'intervention précédente porte effectivement le sujet des 59 tonnes, c'est-à-dire c'est la fabrication d'Archimag, c'est le papier, c'est le shipping, c'est l'envoi, c'est les abonnements, etc. Donc là, on a un vrai sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet des déplacements de nos stagiaires. Il y a beaucoup de
téléconférence, de téléformation, mais il y a encore du présentiel et donc les 19% effectivement. Donc notre objectif, c'est effectivement dans les 3-4 ans prochains, c'est de réduire de moitié en fait, et l'enjeu est énorme, comme l'a souligné Jérôme et également Erwan. Et donc du coup, à partir du moment où on avait besoin vraiment de réduire au maximum, eh bien on a travaillé avec la coopérative carbone et Guillaume va vous en parler pour compenser en fait les émissions de l'ensemble de nos stagiaires qui viennent en présentiel. Eh bien, on a pris en compte effectivement cela. Voilà. Et le tout étant effectivement intégré dans une démarche plus globale qui s'appelle la perma-entreprise. C'est un nouveau modèle d'entreprise. Et là, je réserve cela à la keynote de clôture de Louise Guerre tout à l'heure en fin de journée. Guillaume, je te laisse la présentation de Coopérative Carbone avec qui nous avons travaillé et nous verrons sur quoi nous avons travaillé ensemble. Je viens d'ouvrir mon micro, bonjour. Oui, alors la Coopérative Carbone, donc, il a entre autres réalisé le bilan de CERDA, le bilan carbone. Donc, je vous invite à faire de la même chose pour vos organismes et entités. C'est une initiative qui a vu le jour en 2019 sur le territoire de La Rochelle dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait TIGA, des territoires d'innovation et de grandes ambitions, qui était financé par l'État. Donc, il y avait 10 projets de sélectionnés en France, dont celui de La Rochelle, qui est LRTZC, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, dont l'objectif, c'est de réduire les émissions de moitié à l'horizon 2040. Enfin, excusez-moi, je dis d'être neutre en carbone à l'horizon 2040. Alors, être neutre en carbone, évidemment, ça n'a pas forcément de sens à l'échelle d'un territoire, parce qu'on sait que la neutralité carbone n'a de sens qu'à l'échelle mondiale. Mais c'est d'arriver à la fois à réduire, donc on a à peu près 200 000 tonnes par an d'émissions, c'est arriver à réduire les émissions au maximum et de capter les émissions qu'on appelle résiduelles, donc ceux qu'on ne peut pas complètement réduire. Donc dans ce cadre, la coopérative, c'est le pilier de ce projet. Donc c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, donc avec des partenaires, des actionnaires qui sont à la fois privés et publics, et dont les 4 piliers, c'est comprendre, faire comprendre, sensibiliser aux enjeux des émissions et du carbone en général. Mesurer, ça c'est le but d'un bilan carbone. COP 1, 2, 3. Réduire, c'est accompagner les entreprises donc pour un territoire donné, donc celui de La Rochelle, mais ça s'est étendu à la Nouvelle-Aquitaine. Donc les aider, les accompagner à réduire leurs émissions. Et pour ce qu'on appelle les émissions résiduelles, donc, voilà, c'est les aider à compenser à travers des projets soit de captation des puits de carbone, en fait, qu'on appelle des puits de carbone qui sont ou artificiels ou naturels. Et le puits de carbone le plus naturel, c'est évidemment l'océan, mais c'est aussi les forêts. Voilà, donc pas mal de projets en Nouvelle-Aquitaine de forêts, de plantation de forêts, que l'on peut financer par l'achat de crédits carbone. Voilà un peu l'ADN de la coopérative carbone qui a vocation à se répliquer. Donc, il y a d'autres coopératives carbone qui sont en train d'être développées sur d'autres territoires sur le même modèle. Voilà. Et on a aussi développé un outil numérique qui nous permet, assez complexe, qui permet de labelliser, d'instruire les projets dits bas carbone, puisque le label, en fait, le label bas carbone, c'est un label qui a été créé à la COP de Paris. Voilà, qui permet donc de labelliser des projets en France. Ok, merci Guillaume. Et donc du coup, on est parti, c'était il y a 2 ans, sur d'abord, premier objectif, c'est mesurer. Si on veut réduire, il faut mesurer. À partir du moment où on doit mesurer, la question c'est on mesure quoi exactement? Et donc, on a travaillé sur la modélisation sur lequel qu'on utilise de manière très très usuelle dans nos opérations de consulting, d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, etc. Et donc, du coup, le principe, c'est mesurer les flux entrants, mesurer les flux circulants, mesurer les flux sortants et le stockage, archivage, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est lancé sur qu'est-ce qu'on va mesurer dans chacun des éléments, dans chacun des sous-processus. Donc, on a vu quelles étaient les mesures à prendre
Et ces mesures à prendre, on a été voir effectivement dans le monde un peu entier, c'est-à-dire à la fois sur la base ADEME est effectivement une très très belle référence, hein, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais elle est encore pas totalement complète, hein, et c'est normal. Et donc on a cherché effectivement dans l'environnement anglo-saxon, asiatique, etc. Et donc on a eu effectivement le souci de soit retrouver des chiffres qui n'étaient pas documentés, soit pas de chiffres du tout. À partir de ce moment-là, on s'est dit, de toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout sauf reprendre chaque point et refaire ce qu'on appelle, ce que Jérôme tout à l'heure appelait l'analyse du cycle de vie, Erwan aussi, l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire établir des mini-bilans carbone sur chaque point, en fait. Et donc, là, c'est un travail qui a été fait, effectivement, qu'on a fait en binôme Coopérative Carbone CERDA, sur chaque point, on a fait le bilan carbone et on est parti non pas sur l'aboutissement d'un chiffre, hein, mais on est parti sur une fourchette. Pourquoi? Parce que quand vous avez un serveur, que vous avez 3 millions d'emails, ou alors le même serveur avec 100 000 emails, eh bien, l'empreinte carbone d'un email, c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, on est parti sur non pas 21 points de mesure, mais 42 mesures, 42 mini-bilans carbone. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Et donc, on est parti ensuite sur qu'est-ce qu'un mini-bilan carbone ou qu'est-ce qu'un mini-ACV. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors, oui, on confond pas du tout bilan carbone et ACV, hein, ce sont deux choses. La personne du Green IT, si elle est toujours là, saura peut-être nous en dire plus sur les ACV les méthodes ACV qu'ils ont utilisées pour peupler leur base, qui aujourd'hui n'est pas forcément ouverte à tout le monde. Donc nous, effectivement, devant l'absence un peu de données, surtout des données, on a des données unitaires, mais on a assez peu de données sur les processus. En tout cas, en termes de démat, on parle de processus, ce ne sont pas des données unitaires, ce n'est pas les émissions d'une voiture au kilomètre. Donc, il y a plusieurs actions et plus ça prend en compte plusieurs effectivement matériels, plusieurs éléments. D'où le terme un peu peut-être d'ACV, mais effectivement sans utiliser les méthodes complètement formalisées des ACV telles qu'on les connaît. Donc le bilan carbone, lui de son côté, c'est effectivement le calcul et la mesure de votre empreinte carbone qui est exprimée en tonnes équivalent CO2. On ramène, vous savez qu'il y a, nous les voyons dans les nuages, il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais pour un côté pratique et puis pour pouvoir me comparer. Et effectivement, on parle en tonnes équivalent CO2. Schématiquement, on en a aujourd'hui découpé dans la dernière version du bilan carbone, donc émise par l'association Bilan Carbone, qui est la seule. Vous savez que le bilan carbone, c'était créé par Monsieur Jean Covici. Et donc, c'est une marque déposée et qui est supportée aujourd'hui et diffusée par l'association Bilan Carbone. On a 3 scopes. On a un scope 1 qui correspond aux émissions directes, un scope 2 qui correspond à l'achat de flux, donc électricité, gaz, chauffage, refroidissement, et puis un scope 3 qui peut concerner ou l'aval de votre activité ou l'amont de votre activité, et qui sont tout le reste, donc peut-être les intrants chez CERDA, vos déplacements, les déchets, les investissements, même vos bâtiments, etc. etc. Voilà. Et c'est souvent aujourd'hui ce scope qui est oublié, en tout cas qui n'est pas obligatoire dans la loi, qui va le devenir, et qui effectivement peut représenter, à part dans l'industrie lourde, une grosse partie de vos émissions. Très bien. Merci Guillaume. Donc voilà, bon, on ne va pas vous présenter de manière détaillée l'ensemble des 21 indicateurs clés multipliés par 2, puisqu'on a les fourchettes, hein, mais de fait, comme c'est en open source, vous pouvez librement le télécharger sur les sites, on vous communiquera effectivement cette information. Donc on est parti sur chaque élément, par exemple l'envoi d'un email avec 1 méga de fichier attaché, donc avec une hypothèse, parce qu'il faut effectivement avoir ces hypothèses de durée de vie de 5 ans. Vous gardez 5 ans dans votre messagerie. Bien, on est entre 17 grammes et 30 grammes d'équivalent CO2 en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Donc voilà, tous les différents éléments, vous retrouvez les numéros qui correspondent effectivement au schéma précédent. On ne va pas passer trop de temps dessus parce qu'on va y revenir régulièrement. Et donc, du coup, on a utilisé ces indicateurs pour l'objectif de notre webconférence de journée. On a pris la moyenne. On a pris un truc effectivement qui n'était pas complètement, qu'il faudrait adapter à chacun de vos situations, mais on est parti effectivement sur la moyenne. Donc, on a calculé une moyenne et rapporté à une année de façon à faire nos calculs fil rouge que je vous dévoile, que je commence à vous dévoiler. Et donc, on est parti sur deux hypothèses, parce que ces hypothèses, effectivement, vous faites partie du secteur privé ou vous faites partie du secteur public. Et donc, l'idée, c'était effectivement de donner un peu un référentiel, des idées, des repères, en fait, privés comme publics. Sur le privé, on est parti sur une très très belle PME qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, sur 200 collaborateurs, 10 000 clients, sur une moyenne à peu près de 2 000 € par commande. Et donc, ça permettait effectivement de dimensionner et de pouvoir calculer factuellement, en utilisant le référentiel, les émissions de gaz à effet de serre qu'on va effectivement vous présenter juste après. Donc, on est parti non pas sur l'ensemble de l'entreprise parce que ça serait absolument trop confus, mais on est parti sur la chaîne de la commande, c'est-à-dire qu'il y a une commande, il y a un devis, il y a une commande, il y a une facturation et il y a une livraison parce que pour avoir un paiement, il faut effectivement que ça soit effectivement livré. Donc voilà pour le privé. Guillaume, tu nous parles du public, hein. Oui. Donc, dans le public, c'est une commune, plutôt une agglomération de 170 000 habitants. Donc, on a pris deux cas de référence. Le traitement de la chaîne, des demandes d'autorisation d'urbanisme qui a été mis en place au 1er janvier 2022, obligation. Donc, on a à peu près 1200, 1500 dossiers par an. C'est des assez gros dossiers, donc on a considéré qu'en moyenne, on avait une cinquantaine de pages par dossier. Et puis, on peut avoir dans certains dossiers des plans, qui soient des grands plans à 0 ou 1, qui interviennent, qui ont un impact non négligeable. En chaîne comptable, on a des métriques assez classiques. On traite à peu près 25 000 factures de bons de commande par an dans la collectivité. Voilà les bases. Alors, du coup, pardon pour cette petite introduction qui est importante parce que c'est vraiment le fil rouge de la journée. Eh bien, partons sur notre flux entrant et capture. Et donc, voilà, on le dévoile rapidement. Pour le privé, on est parti sur, comme pour le public, sur 3 grandes étapes. C'est-à-dire la première étape, aujourd'hui ça n'existe plus, ou si ça existe encore, c'est que vraiment il y a un sujet, ça veut dire que c'est un petit peu en retard, c'est-à-dire uniquement du papier. C'est-à-dire je fais de la commande, je fais de la facture, je fais du bon de livraison, tout est en papier, etc., etc. Mais ça permet effectivement de donner un repère, en fait. Donc, et on l'a calibré sur 100%. Donc, on a fait les calculs sur toutes les volumétries dont on a parlé précédemment. Et donc, on retrouve 8,3 tonnes en fait, d'équivalent de CO2. Ensuite, et ça, c'est plus ce qu'on retrouve en termes courants, c'est-à-dire la deuxième situation. La deuxième situation, c'est on a des flux hybrides. Et donc, les flux hybrides, on est parti, et je vous le cite, sur 30% de physique et 70% d'électronique. Et sur les 30% de physique, il y a du recommandé, parce qu'effectivement, il y a des gens qui envoient un recommandé sur la base de 10%. Et sur le numérique, eh bien, il va y avoir soit un flux en email, c'est-à-dire les gens reçoivent, envoient encore en email. Je pense que vous en avez encore beaucoup d'expérience. Et puis, vous avez aussi les dépôts sur portail. Donc là, on est parti sur 30% physique, 40% email et 30% en dépôt portail. Et donc, on retrouve très rapidement, on se retrouve à 3,3 tonnes et donc à 61% effectivement de réduction. Et ensuite, on va encore plus loin, c'est-à-dire il y aura encore un petit peu de physique, mais vraiment très très peu. Et donc, on va avoir
40% d'email et 60% de portail. Et donc là, on est vraiment sur une réduction à 88%. Donc à partir du moment où on a terminé vraiment cette bonne pratique effectivement de démat, de full démat, on va derrière, parce que là, si jamais effectivement il faut arriver à zéro, on enlève les ordinateurs et on travaille plus et on fait plus de facturation. Donc là, on a un petit problème. À partir de ce moment-là, on va basculer en compensation et donc l'équivalent de 1 tonne correspond, hein, un arbre, c'est à peu près une vingtaine de kilos de CO2 par an, donc une cinquantaine d'arbres. Hein. Donc on a fait les pictos à 5 multipliés par 10, hein, de façon à donner un peu les indicateurs, si c'est grand, petit, etc. Donc voilà pour le privé, à titre introductif sur cette première introduction et cette fonction concernant ce fil rouge de cette journée. Et côté public, alors là, c'est la chaîne de l'urbanisme qui est traitée. Guillaume? Oui, donc on a pris l'exemple de la chaîne de l'urbanisme pour ce cas-là, dans la mesure où vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais que quand un dossier d'urbanisme était jusqu'à présent déposé, la personne se déplaçait avec sa voiture et venait déposer son dossier donc à un accueil physique au sein du service urbanisme de la ville ou de l'agglomération. Et puis ce dossier était ensuite instruit. Donc l'instruction, c'est effectivement regarder le dossier, regarder qu'il est complet, envoyer des lettres commandées, demander l'avis à certains services ou à des services qui gèrent les flux comme Enedis ou les pompiers, demander l'avis aux architectes des bâtiments de France. Voilà. Et puis une fois que tous les avis sont récoltés et qu'on a donné un avis, donc on prend une décision positive d'autoriser la construction de ce qui est demandé. Il y a une décision de prise qui doit être signée par un élu et envoyée. Ça doit être affiché. La décision doit être affichée au public, etc. Donc voilà, c'est une chaîne qui était traitée entièrement papier, qui est aujourd'hui en partie dématérialisée, mais c'est une chaîne assez complète et donc qui représente bien ce que peut être un exercice, un processus de dématérialisation qui, dans le cas de cette journée, peut être éco ou ne pas être éco-responsable. Donc, on a effectivement calculé que jusqu'à la mise en place de service d'un SVE, donc un téléservice de dépôt électronique des dossiers, en flux physique, on avait à peu près, donc pour les chiffres que j'ai donnés, donc 1200 dossiers, on avait à peu près 6,8 tonnes équivalent CO2 d'émissions, auxquelles il faut rajouter, et c'est important, les déplacements des personnes et des citoyens qui en prenant leur voiture pour venir déposer leur dossier, émettaient 8 tonnes de CO2. Ça, c'est assez facile à calculer. Hein. Vous prenez la distance moyenne au sein d'une agglomération, ça, c'est assez facile à calculer. Et puis, par rapport au nombre de dossiers, effectivement, on avait 8 tonnes de CO2. Le deuxième cas, c'est une réduction, c'est une dématérialisation, mais qui est incomplète. C'est-à-dire qu'on va, tous les dossiers ne vont pas être déjà déposés de façon électronique. On a considéré qu'il y en avait que la moitié. Et puis en plus, comme au sein de la chaîne de dématérialisation, on a encore des ruptures de chaîne, il va falloir rematérialiser souvent les dossiers parce que effectivement, tel service qu'il faudra consulter, lui, ne les accepte. Aujourd'hui, les SDIS n'acceptent pas forcément les dossiers parce qu'ils ne sont pas équipés et donc les acceptent pas de façon dématérialisée. Et donc, il faut les rematérialiser et les envoyer pour avoir l'avis du SDIS. Je prends le SDIS, mais il y a d'autres exemples. Et donc là, on se retrouve dans un cas hybride où à la fois, on a mis en place des serveurs, effectivement du numérique, donc effectivement qui est tout sauf dématérialisé, comme on l'a vu dans la première partie. Et donc, en fait, l'impact sur les gaz à effet de serre, sur nos émissions, elle va fortement augmenter puisqu'en fait, elle va passer à 11 tonnes, un peu plus de 11 tonnes d'équivalent CO2. Donc, ça représente une augmentation assez conséquente, 160%. Par contre, comme on a considéré qu'il y avait la moitié des personnes qui quand même avaient commencé à déposer leur dossier électroniquement, on a commencé quand même à réduire les déplacements. Et donc, on a réduit par 2 les déplacements. Donc, au lieu de 8 tonnes, donc il faut additionner les deux chiffres, hein, les 11 tonnes et les 4 tonnes et les 6 tonnes 8 et les 8 tonnes.
Et donc, on a quand même réduit les déplacements par 2, ce qui est quand même une économie en termes d'émissions de CO2 assez conséquente. Et puis le troisième cas, donc, dans lequel on se place, on n'y est pas encore complètement, mais on arriverait à faire une dématérialisation vraiment nickel, de bout en bout, où il n'y aurait plus de rematérialisation des dossiers, tout serait transmis par voie numérique. Et donc, même en tenant compte, puisque là, on a tenu compte avec les chiffres ADEME de la mise en place des logiciels, des serveurs, des équipements réseau pour pouvoir supporter une telle infrastructure. Et là, donc, on a une réduction qui est assez conséquente. Si on prend par rapport au deuxième chiffre, on a une réduction de 62%, donc on arrive à 4 tonnes 27. Et on n'a pas représenté, alors il reste un petit peu de déplacement puisqu'on n'est jamais à 100% de dépôt électronique, mais en termes de déplacement, on était en dessous de la tonne. Et donc finalement, on a une réduction qui est assez conséquente des émissions grâce à la dématérialisation de cette chaîne comptable. Voilà. Ce qui n'empêche pas sur les 4 tonnes de CO2 qu'on continue à émettre, ce que j'ai appelé les émissions résiduelles, à pouvoir compenser dans l'achat de crédit carbone. Donc là, on a pris l'exemple classique d'une forêt. On considère qu'un arbre, sur une durée de 30 ans, va à peu près capter entre 20 et 25 kg de CO2 par an. Évidemment, ça dépend du type d'arbre qu'on plante, de la forêt qui est plantée, mais c'est les chiffres qui sont à peu près qu'on considère aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Alors, je vous remercie de nous avoir montré cette différence entre public et privé. Effectivement, on n'est pas tout à fait sur le même modèle, donc c'est normal qu'on ait une distinction qui est faite à ce niveau-là. Et je vais me tourner du coup du côté de chez Lumines avec Judith Mel et Étienne Bazoloré. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais... Hop, faut que je partage du coup mon écran et je suis à vous. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas. Vous avez la présentation, Simon? Vous pouvez partager ou pas? Simon, on t'entend pas. Alors oui, je peux partager. Je vais simplement chercher le support. Ouais. Donc, merci, je vous remercie parce qu'en fait, il me demande des autorisations que je n'ai pas. Je suis désolé pour ça. Donc, je suis Étienne Vazoretto, voici Judith Mel. Nous sommes donc la société Lumines. On est entreprise de services numériques, on va dire. On fait beaucoup de développement digitaux et on a aussi une casquette de BPO, Business Process Outsourcing. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaitait intervenir aujourd'hui. C'est qu'on a parmi nos clients un certain nombre de grands groupes français. Et quand Simon sera prêt, on va voir le cas. Donc, on a utilisé un petit peu pour trouver très intéressant donc, les indicateurs, les 21 indicateurs CERDA et la coopérative carbone. On a essayé de les utiliser sur un sujet qui est voilà, merci beaucoup. On peut aller, voilà, le cas, c'est une mutuelle santé, on ne va pas citer laquelle, on va rester assez flou, mais c'est un cas réel en fait, hein, c'est ce qu'on traite aujourd'hui, une mutuelle, notamment dans la gestion de remboursement de frais de santé, elle fait appel à Lumines, ou elle fait appel à un acteur de BPO très souvent, donc c'est la gestion de son courrier. Donc, on est bien de son courrier entrant, donc de ses flux entrants. Ouais. Donc, si on regarde un petit peu, passer le slide, ce que ça a donné, quand un client doit communiquer avec sa mutuelle, il a deux choix, soit un envoi classique. Alors, on est un peu comme ce que vous venez de montrer avec les deux cas qu'on vient de voir, privé-public. Donc, soit je fais du papier, un envoi classique, ou bien je vais pouvoir envoyer en digital.
Le papier, il arrive d'ailleurs aujourd'hui chez nous, chez Lumines, notamment en Mayenne, dans la ville de Mayenne, et il y a plusieurs tonnes, on parle de tonnes, hein, de papier qui arrivent chaque jour pour différents clients. Mais on a une très grosse proportion de ce flux, heureusement, qui est aujourd'hui de plus en plus digital via les emails, pièces jointes, via les portails de dépôt ou des applications mobiles. Donc, si on avance, on peut voir que on a regardé un petit peu ce que ça donnait en 2019. Okay, donc, la proportion, donc c'était il y a 4 ans, à la création de la coopérative carbone à peu près, je vois. Qu'est-ce que ça donnait? On avait ce ratio, donc majoritairement du papier, presque 60%, 60-40 papier digital. C'était il y a 4 ans avec pas d'effort particulier réalisé. Alors, on partait bien sûr du 100% papier si on regarde encore un petit peu plus loin en arrière. Mais déjà sur ces 4 ans-là, donc si on avance un petit peu, on va voir que entre 2019 et nos chiffres de 2022, la tendance elle s'est déjà inversée. Okay, on a un 30, 70, 70-30. Donc, quand on était à 60-40 du papier, maintenant on a 70% 30, 70% digital. Donc, normal, on va dire que les usages, les habitudes font peut-être le Covid a un petit impact, mais on le verra, je pense qu'il n'y a pas forcément que ça. Si on continue à avancer, cette différence, enfin voilà, en 4 ans, on a eu 30% de digital en plus et une économie en fait de courrier papier de plusieurs millions sur ce sujet-là avec ce client dans ce processus. Donc c'est des papiers, c'est une économie de courrier en moins. Donc si on calcule avec à l'aide de ces indicateurs qui sont effectivement des fourchettes, alors on s'est plié à l'exercice. On va regarder vraiment, essayer de comprendre le delta. Okay, donc, calcul, on ne va pas rentrer dans le détail là pour embêter tout le monde, mais on a potentiellement, quand je fais du papier, j'ai souvent d'ailleurs, je peux avoir même de la rematérialisation. Je peux avoir l'impression d'une nouvelle feuille, parce que je vais préparer mon courrier, j'ai reçu des choses par email, parfois je vais rematérialiser. On voit que c'est assez fréquent et c'est la double peine. Enfin, c'est assez dramatique, je pense, cette rematérialisation inutile. On envoie du papier, alors il pèse. Voilà. Merci. Donc, la conclusion, Simon, j'avance. Donc, la conclusion, c'est une économie, ça va un peu vite quand même. Ouais. L'économie, en fait, réalisée concrètement, en fait, le delta, vraiment, c'est 13 000 tonnes de CO2 par an. Okay, donc, ça, c'est une économie annuelle. Si je compare, après, j'ai le même processus de traitement, etc. Mais si je compare juste au niveau de l'acquisition entre le papier qui aurait été imprimé, qui aura pris la camionnette du livreur pour arriver dans son sac de la poste, versus la capture via email ou le portail, qui elle aussi a son impact carbone. On ne dit pas que c'est zéro, donc on a bien fait ces soustractions-là. Donc le delta, c'est 13 000 tonnes. On peut avancer, 13 000 tonnes, on voit, alors j'ai pas eu le temps de calculer, là, on m'avait dit que c'était 25 kg par arbre, je pense que ça fait une belle forêt, et ça fait également, passer au slide suivant, ce que j'ai plus en tête, mais c'est quand même 3000 fois le tour de la Terre en 4x4, alors c'est inutile de faire le tour de la Terre en 4x4, mais c'est compliqué, ça peut prendre du temps, mais on voit que ça image bien un 4x4 diesel, hein, je sais pas. Donc 110 millions de kilomètres. Voilà. Donc les économies, elles sont assez colossales ici sur ce client-là, dans ce processus-là. J'envoie simplement mes feuilles de soins à ma mutuelle. Si on avance, cette économie-là, les 13 000 tonnes, en fait, enfin, ce taux-là, on est passé de 70% digital, c'était pour du grand public. Donc c'est vous, nous, monsieur tout le monde, donc en B2C, le consommateur qui envoie ces choses-là à sa mutuelle. On a également, pour ce même client, des flux qui proviennent de professionnels de santé. On voit que dans le même temps, eux,
qui sont sur un taux de digital extrêmement bas, encore seulement 14% versus 70%. Pour moi, l'explication, elle est aussi que ça va au-delà des habitudes, parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas eu le même investissement dans les outils pour cette population-là, dans les outils. Donc là, la mutuelle en question, elle n'a pas fait les mêmes efforts pour le professionnel. Il n'a pas l'application mobile qui va bien pour aller communiquer directement avec les services. Il est resté avec un système qui a eu probablement eu moins d'investissement. Et je pense que, on peut passer au slide suivant, je pense que l'innovation, en fait, l'innovation qu'on peut proposer à son client, donc l'innovation que cette mutuelle propose à son client avec son application mobile, avec son, qui a un impact concret, il faut des serveurs, il faut ça. Mais cette innovation, elle permet de réduire l'empreinte parce qu'elle va changer les habitudes et ça va être plus simple de changer l'habitude. Déjà, la Poste nous aide, supprimant le temps, mais je pense que cette innovation, elle va dans le bon sens pour aller économiser son empreinte carbone. On peut avancer sur... nous, aujourd'hui, on couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de cette chaîne digitale et je pense qu'en fait, ça se pense globalement. Alors, je pense que l'impact et la réduction d'impact, elle part déjà à la conception, au design finalement, à la conception simple de cette chaîne de capture. Et après, nous, à charge à nous de aussi faire des efforts sur l'économie, sur les machines. Et ça, on va en parler avec Judith juste après. Merci. Donc juste pour revenir sur Lumines et qui nous sommes et pourquoi ces enjeux de RSE, de quantification de l'impact qu'on peut avoir est particulièrement important, c'est que donc aujourd'hui, Étienne l'a dit, on est une entreprise 100% numérique. On accompagne la transformation digitale dans un certain nombre d'environnements de nos clients, à savoir la santé, donc avec l'exemple sur les flux de santé qui ont été donnés, santé avec le côté établissement de santé, tout ce qui est banque, assurance, le secteur public et la propriété intellectuelle. Donc, on est aujourd'hui complètement spécialisé sur la donnée, on traite de la donnée. Et avant, et c'est là où vous allez mieux comprendre pourquoi la mesure de l'empreinte carbone, la mesure de la pollution de notre activité est importante. Avant, nous étions un imprimeur. Donc, initialement, notre activité était bien évidemment avec une pollution visible. Et depuis le début, donc depuis, on mesure, on fait attention à l'impact de notre activité. Donc, sur une pollution classique, il y a quelques années, et nous avons vendu l'activité d'imprimerie pour être désormais full digital. Mais les enjeux environnementaux, les enjeux de RSE sont au cœur de notre stratégie, conscients de l'impact finalement, de l'impact carbone de l'activité liée au numérique. C'est quand même un investissement au sens large, assez important pour une ETI. On n'est pas un gros groupe, donc avec des obligations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que peuvent avoir des gros groupes. En revanche, on a décidé de prendre cette direction. Ça fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise et clairement, pour une ETI, c'est quand même un pas assez important à faire. Donc, quand on regarde un peu quel est le cœur de notre stratégie RSE, Simon. Donc, on a axé notre stratégie RSE sur plusieurs choses et après je reviendrai sur la quantification de notre activité. Le cœur de notre stratégie RSE est sur la data éthique. L'objectif de ça, c'est, comme je le disais, on est aujourd'hui un acteur majeur du numérique, on traite de la donnée et on considère qu'on se doit de proposer à nos clients, à nos partenaires, à nos prestataires, à nos collaborateurs, un nouveau cadre de référentiel d'exigence qui permet et qui garantit un traitement éthique des données tout au long de leur cycle de vie. Je vous laisse passer, Simon. Donc, on traite, et c'est ce que je vous le disais, un quart des données sensibles et personnelles de la population sur nos plateformes.
Et en proposant ce cadre qui est la data éthique, pour nous, c'est une manière de montrer à nos clients qu'on est un partenaire de confiance, un partenaire qui accepte d'être vraiment transparent sur ses processus et que derrière aussi s'engager dans une démarche data éthique, c'est source de plus de performance pour nos clients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend par la data éthique? On a mis en place une charte data éthique. Et la data éthique, c'est vraiment prendre en compte, vous pouvez passer. Merci. La data éthique, c'est comment, sur tout le cycle de vie de la donnée, on va au-delà des aspects réglementaires. On prend en compte les enjeux de souveraineté, les enjeux environnementaux et les enjeux humains. Donc, avec un certain nombre de certifications qui viennent objectiver l'intégralité de nos process. Donc, bien évidemment, on suit la réglementation RGPD. On est ISO 27001 et NF 461. Sur tous les enjeux de souveraineté, on est la première entreprise de conseil et de services à avoir été sur quelques-unes de nos offres labellisées Origine France Garantie. On héberge nos données dans un environnement HDS et soit sur nos data centers en propre, soit sur un environnement Second Cloud d'Outscale. Donc tout ça est dans une logique de souveraineté et de protection des données. Sur les enjeux environnementaux, on a toute une réflexion sur l'éco-conception de nos logiciels, sur la réduction de l'impact carbone de nos data centers, avec des objectifs précis de diminution de 15% de la consommation énergétique de nos data centers, en utilisant des technologies spécifiques d'hyperconvergence qui permettent de réduire le nombre de baies, une réduction du nombre de mails envoyés et qui fait d'ailleurs partie de notre accord d'intéressement et participation où on mesure le nombre d'emails envoyés et si cette mesure est sous un seuil, ça rentre en compte dans le déclenchement de l'intéressement. On est signataire du manifeste Planet Tech Care et sur les enjeux humains, on fait attention à tout ce qui est faire en sorte d'avoir des solutions qui sont accessibles et on a mis en place sur l'intégralité de nos processus une supervision humaine de l'intelligence artificielle en avance de phase sur la directive européenne qui va arriver. Bon, donc ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie sur la data éthique et qui, en l'état actuel des choses, on quantifie plutôt notre activité à nous, c'est ce que je vous disais sur la réduction de notre nombre de mails, de l'impact carbone de nos data centers, de la réduction de l'économie sur nos sites, l'économie énergétique sur nos sites, ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt notre activité à nous. Et en faisant en sorte de valoriser cette charte data éthique et de proposer ce nouveau référentiel d'exigence, c'est de montrer à aussi nos partenaires que leur comportement en faisant appel à un partenaire data éthique va avoir un impact aussi sur leur activité propre. Donc là, on a mesuré sur un flux de santé par rapport à un client et on est en train justement de s'engager dans une démarche avec un de nos clients pour mesurer finalement l'impact carbone de l'activité d'externalisation de ces processus et de voir les points sur lesquels on doit s'améliorer pour optimiser le bilan carbone qu'on peut avoir. 520 000 arbres, hein, je viens de faire le calcul, 13 000 tonnes, là, ça fait 520 000 arbres. Une jolie forêt. Par an, voilà, sur un changement d'usage. Bien, merci beaucoup. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de questions. Non, il n'y en a pas. Alors, je propose à Caroline d'intervenir et puis on passera directement à la conférence suivante. Tu peux me donner la main pour que je puisse partager mon écran? Parfait.
Voilà, je pense que tout le monde peut voir mon écran. Il faut que tu le mettes en diaporama. Il y est mis en diaporama. Il y a peut-être un temps de décalage. C'est bon? Non. Parce que moi, il est en diaporama sur mon écran. Toujours pas? Voyons voir. Je le remets, je refais l'action. Moi, je suis en diapo. Toujours pas du côté de ce qui s'affiche? Non, Alors, mais de c'est notre côté, non. c'est pas très grave. Je pense que tu peux y aller pour avancer parce que Tout à fait. les délais Alors, courent un petit peu. moi justement, j'ai une bonne nouvelle en fait par rapport à ce que vient d'être évoqué aussi bien sur les exercices de calcul précédents que ce que vient de nous présenter nos partenaires Lumines. En fait, on voit se développer beaucoup de projets, beaucoup d'engagements de projets sur justement la numérisation et la capture des flux entrants, donc avec le sentiment qu'on veut passer du repère 2, peut-être même vers le repère 3, hein, pour reprendre les calculs qui ont été faits aussi bien dans un environnement privé que sur un environnement public, avec notamment toute la partie qui était liée à l'urbanisme. Ce qui se développe évidemment très fortement, ce sont des projets qui sont engagés à hauteur de 39% de projets engagés autour de cette chaîne de numérisation et de capture. Ces données de pourcentage... Caroline, il faut que tu passes à la slide suivante parce que tu n'es pas en diaporama, donc tu es directement sur l'écran de base, en fait. Je n'ai pas compris. Je suis sur la slide suivante. Moi, je suis sur la slide 2. C'est pas le cas? Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Bon, je vais donner la main peut-être à... Non, je peux partager mon écran, effectivement. Ouais, là, je suis d'accord. Ok. Parce que là, visiblement, on a un problème. Merci donc, Simon le sauveur. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. C'est bon, tu l'as? Alors, là, je suis sur le document, je mets en diaporama. Passe la 2. Voilà, nickel. Mets-toi directement sur la 2. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc j'évoquais effectivement une augmentation des projets autour de la dématérialisation, de la numérisation et de la capture des flux entrants. Ces chiffres, en fait, sont issus de l'enquête qu'on a menée l'année dernière, enfin 2022, sur la gouvernance de l'information numérique et la partie des flux entrants étant évidemment un élément fort, fondamental de la gouvernance, puisque à partir du moment où on capitalise sur une dématérialisation en entrant, on peut imaginer derrière des pratiques plus vertueuses de circulation, de traitement, d'instruction pour aboutir à des flux sortants qui, eux, là aussi, sont en train de basculer vers plus de numérique. Donc, ce sont des chiffres qui nous permettent d'année en année, puisque c'est une enquête que l'on mène depuis maintenant plus de 10 ans, de mesurer les évolutions. Et donc, ce qu'on avait vu il y a 2-3 ans, c'est que l'essentiel des investissements a été fait par les organisations plutôt sur les éléments de partage, de gestion électronique, de documents, d'ECM, notamment pendant les périodes de crise sanitaire pour faciliter effectivement le partage de ressources d'information à distance pour les équipes. Depuis maintenant 2021 et surtout 2022, on voit s'accélérer des investissements qui portent plutôt sur la partie entrante. Et on peut imaginer, et ça on pourra le vérifier dans quelques semaines, que les chiffres de 2023 iront dans ce sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette croissance, donc à 39%, c'est-à-dire plus de 11 points en 2 ans, elle n'est pas simplement sur la chaîne de capture, mais elle n'est pas isolée. Elle est accompagnée, on va dire aussi, de la croissance sur les systèmes de gestion électronique de courrier et de parapheurs, c'est-à-dire derrière la numérisation et la capture, tout ce qui va servir à distribuer, faire circuler le document et l'ensemble des datas vers les métiers, quels qu'ils soient, qu'on soit dans un organisme mutuel, par exemple, si je prends l'exemple qui était évoqué tout à l'heure, ou vers un organisme public, lorsqu'on traite, par exemple, des demandes d'association dans une collectivité publique. Donc, en fait, c'est bien derrière tout le chaînage qui est aussi positionné en termes de numérique et qui va notamment faciliter
la réduction des émissions d'empreinte carbone, puisqu'effectivement, on va limiter tout ce qui est manipulation, rematérialisation, renumérisation, repassage par du papier, y compris d'ailleurs quand on regarde, mais ça on y reviendra ultérieurement, sur la part aussi croissante de la signature électronique qui est en train d'augmenter aussi également fortement. Si on passe sur la slide suivante, l'idée c'est aussi de voir qu'il y a tout un ensemble de leviers actuels qui sont réunis pour faciliter ou pour aller dans le sens de cette augmentation des projets et des réalisations en termes de dématérialisation des flux entrants. Ce qui a été évoqué précédemment, qui a été très bien décrit dans les deux interventions précédentes, autour de la croissance importante des volumes entrants, qu'ils soient encore en papier, même si effectivement la part du papier diminue, elle n'a pas vocation à se réduire à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a et il y aura encore pour un certain temps un certain nombre de populations qui manifesteront de leur démarche à travers plutôt des soumissions de courrier papier ou de courrier déposé. Et puis, effectivement, la part croissante du numérique, que ce soit à travers des portails ou à travers des messageries, tout ça donnant une volumétrie de données de plus en plus importante, mais ce n'est pas un frein. En fait, c'est plutôt un fait que l'on acte et qui nécessite effectivement derrière justement d'organiser le traitement de façon adaptée. Par ailleurs, le fait aussi de partir de plus en plus vers du traitement de data et moins de documents, on s'écarte tout doucement du monde de la gestion de documents pour aller vers le traitement de la data, ce qui nous a été très bien décrit à travers la notion de data éthique il y a quelques minutes, correspond complètement effectivement aux attendus des organisations que l'on peut rencontrer. Et puis, il y a aussi, en termes d'attente derrière cette dématérialisation des flux entrants, c'est aussi des niveaux de sécurité, d'encadrement, de traitement qui soient protégeantes, notamment par rapport à une actualité de cyberattaque, une problématique de sécurité, de gestion de risque, et puis effectivement, comme là aussi ça nous a été rappelé, des exigences de conformité et de réglementation qui va dans ce sens-là. Évidemment, le RGPD étant, on va dire, un peu le maître des référentiels aujourd'hui pour beaucoup d'organisations, mais pas seulement. Si on est dans un secteur financier, on va parler plutôt de compliance comme étant les référentiels qui s'appliquent. Et là aussi, on va rechercher effectivement de la data très encadrée et traitée de façon lissée numériquement le plus souvent. Si on passe sur la slide suivante, Simon, s'il te plaît. Voilà, ça c'est un tableau qui montre aujourd'hui les fonctions qui sont actuellement le plus en place. 100% de capture et de dématérialisation. Aujourd'hui, à l'entrée, les organisations, quelles qu'elles soient, qu'on soit dans une collectivité avec un service courrier ou qu'on soit dans une entreprise, capturer des flux, les dématérialiser, même si c'est du document papier qui entre, c'est quelque chose qui est devenu du quotidien, du régulier. En revanche, ce qui l'est moins, ce qui a encore des avancées à mener, c'est la part de traitement directement sur ces datas ou sur ces documents qui sont numérisés. C'est-à-dire supprimer des pratiques qui sont encore en place dans beaucoup d'endroits, de continuer à faire circuler en parallèle des flux papier, ponctuellement ou régulièrement ou fonction de certains niveaux d'interaction ou d'instruction. Il y a encore beaucoup d'organisations qui ont du mal à quitter le repère 2 de Pierre et de Guillaume, qui était le repère hybride, pour basculer sur un repère 3, qui est le tout numérique, y compris non seulement à l'entrant, mais également dans la circulation. Là, il y a encore des évolutions à faire, il y a encore des projets qui s'arrêtent, on va dire, à ces portes-là, et il va falloir aider à gagner ces parts d'usage, ces comportements, comme le disaient nos intervenants de la keynote de démarrage. C'est là, en fait, où se trouve aujourd'hui un peu le nerf de la guerre, c'est d'emmener dans la relation usagée, dans les traitements appliqués, vers du tout numérique et abandonner effectivement tout recours à quelque niveau que ce soit de la chaîne vers du papier, y compris d'ailleurs quand il s'agit de signer numériquement certains documents. Voilà, pour aller vite parce que le temps nous est compté et qu'on a déjà mangé sur la keynote suivante, donc je vais aller directement à la conclusion et juste la slide d'après.
non, pas celle-là, peut-être celle d'avant. Voilà, les bénéfices qu'on peut en attendre, parce que on nous parle d'émissions de CO2, on nous parle d'empreinte carbone, donc tout ça nous donne effectivement un peu de prise de conscience nécessaire. C'est aussi un facteur de valeur d'avoir une chaîne tout dématérialisée. C'est pas seulement du CO2, c'est aussi de la valeur, que ce soit au niveau des équipes, au niveau de ses usagers ou de ses clients, qu'on soit dans un domaine public ou privé, parce que derrière, c'est souvent la garantie de pouvoir traiter plus vite et mieux un certain nombre de demandes à instruire. Donc ça, c'est important. Et le renforcement du multicanal et du portail notamment, qui est sans doute des bonnes pratiques vers lesquelles il faut aller pour faciliter effectivement le traitement de l'information, sans non plus vouloir surdimensionner. Ce que disaient nos interlocuteurs de la keynote de ce matin, il faut juste mesurer ce dont on a besoin pour pouvoir effectivement le mettre en service. Effectivement, intégrer en amont toutes ces opérations de traitement dont on nous a parlé, c'est ça aussi qui va nous emmener vers cette réduction de l'impact environnemental en termes d'empreinte carbone, supprimer, le limiter, supprimer le papier, limiter aussi les déchets, parce qu'on refabrique souvent beaucoup de papier tout au cours de la chaîne, et tout ça c'est du déchet bien qu'on peut tout à fait aujourd'hui ne plus avoir, et ça fait largement partie des bonnes pratiques qu'il faut savoir mettre en œuvre auprès de ces services. Adopter des bonnes pratiques, au-delà d'un référentiel métrique, c'est aussi derrière tout un ensemble de réflexes, de tâches à savoir faire acquérir aux équipes pour leur éviter effectivement de trop remanipuler de la data et de vouloir dans certains cas trop rematérialiser. Et puis c'est s'inscrire effectivement dans les programmes de RSE qui sont aujourd'hui des programmes qui se développent dans beaucoup d'organisations. Voilà un peu ce qu'on voulait apporter comme conclusion autour de cette keynote qui était effectivement centrée sur la capture et la numérisation. Et Simon, je te rends la parole. Très bien, merci beaucoup Caroline. Alors je pense qu'on va passer directement